Bonjour Emmanuel Carrère. Bonjour. Bonjour Giuliano D'Empoli. Bonjour. Bonjour. Le Mage du Kremlin sort en salle au moment où la guerre en Ukraine s'enlise, où la confrontation avec la Russie semble durable. Est-ce que vous diriez que l'histoire que vous racontez dans le roman Giuliano, dans le scénario, ce qui est devenu un film, Emmanuel Carrère, arrive finalement comme une explication après coup, ou au fond au bon moment pour comprendre la logique du régime poutinien? Je pense que l'idée du livre au départ, et qui aujourd'hui est très bien rendue dans le film, ce n'était non pas d'avoir une accroche par rapport à l'actualité, mais d'essayer d'explorer un peu la racine de quelque chose. Donc, d'ailleurs, l'arc temporel du récit se fait depuis la moitié des années 90 jusqu'aux années 2016-2017, mais enfin ça va pas au-delà de ça. Et je pense qu'il s'agissait un tout petit peu de voir, à mon sens, comment un, un couple de pouvoir formé par un leader au fond très archaïque, très ancien, qui a une conception du pouvoir brutale, mais au fond qui a toujours existé dans l'histoire, comment ça se combinait à tout le théâtre du numérique, de toutes les réalités parallèles qu'on peut construire aujourd'hui, et comment ce couple terrible allait prendre le pouvoir en Russie et ensuite, au fond, devenir un peu le couple de pouvoir qui domine le monde un peu partout à cette époque. Donc, à mon sens, ça va bien au-delà de la stricte actualité de la guerre en Ukraine. Emmanuel, vous voyez aussi le film comme une explication peut-être venant de l'intérieur de ce qui se produit aujourd'hui sur la scène internationale, du côté de l'Ukraine, du côté de la Russie. On comprend mieux avec ce film la réalité de ce régime qu'on semble découvrir, quoi, de plus en plus découvrir. Parce que je ne sais pas si on peut le dire, mais on enregistre cet entretien mi-décembre. Il sera en ligne ou au moment où sortira le film dans un mois. Et qu'est-ce qui peut se passer durant ce mois pour ce qui concerne l'Ukraine, qui a l'air, euh, enfin, dont le sort paraît peut-être pas encore scellé, mais en tout cas, on voit mal comment les choses puissent se terminer bien pour elle. Je disais ça comme si c'était le début d'une démonstration, mais c'en est pas. J'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que dit Giuliano. J'ai l'impression, voilà, on a essayé de de dépeindre cette relation d'entre deux espèces, deux générations aussi de pouvoir, en les incarnant au maximum, avec des personnages qui sont qui existent réellement, l'un vraiment sous son nom, qui est Vladimir Vladimirovitch Poutine, l'autre sous le nom de Vadim Baranov, je me rappelle plus Vadim quoi, Euh, ah, je me souviens plus. tu te rappelles même Oui. pas. Donc celui-là, on sait, voilà, il ne porte pas son propre nom. On sait il est largement inspiré de Vladislav Surkov, qui a été l'éminence grise de Poutine jusqu'à l'annexion de la Crimée. Après, il a disparu du pouvoir, comme on le raconte au début du film, où on dit Ouais. voilà, c'est quelqu'un qui a été très important dans les allées du pouvoir, et maintenant, on ne sait plus trop où il est. Donc, on a des personnages de fiction qui collent quand même de très très près à des personnages historiques, et dont j'ai l'impression, en tout cas dans le livre, ça donne une impression de grande vérité. Enfin, c'est d'ailleurs, je pense, ce qui en a fait une partie de ce qui en a fait le succès. On a l'impression vraiment d'être dans la pièce avec Poutine et Surkov. Et en même temps, c'est des personnages de fiction, c'est des personnages de film. Et je pense que ça, c'est bien, ça marche. Pourtant, à la lecture du manuscrit, Olivier Assayas pensait que ce serait difficilement adaptable au cinéma. Comment vous avez réussi à le convaincre du contraire? Vous. Bah, je ne sais pas si on l'a convaincu du contraire. Moi, effectivement, en écrivant le livre, j'avais pensé que ce serait
possible peut-être d'en faire une pièce de théâtre, hein, parce que j'imaginais ce couple sur scène qui se raconterait des choses. Ça, je le voyais assez. Je n'aurais jamais imaginé que ça deviendrait un film. Mais par contre, je me suis dit dès le départ que si ça devenait un film, ce serait un film pour Assayas. C'est-à-dire que connaissant un peu sa filmographie, admirant beaucoup Carlos et certains autres de ses films, j'ai pensé que effectivement, et n'étant pas du tout, au contraire d'Emmanuel, n'étant pas un connaisseur, un fin connaisseur de cinéma, mais juste un spectateur lambda, je me suis dit que, en effet, Assayas, c'est d'ailleurs le premier et le seul metteur en scène auquel j'ai envoyé le livre à sa sortie. Voilà. Et donc, après, c'est plutôt eux qui ont évidemment réussi dans cet exploit-là, d'ailleurs de façon remarquable, je trouve. Alors oui, effectivement, alors il y a quelqu'un qui a joué un rôle important, c'est François Samuelson, notre agent commun à Olivier Assayas et moi, qui croyait absolument au film et qui a essayé de nous associer là-dessus. Sachant qu'on est on est des gens qu'on se connaît depuis qu'on a 25 ans, Assayas et moi, et en même temps on n'a jamais travaillé ensemble. Et, et on a lu le livre l'un et l'autre en le trouvant formidable, mais en hésitant. Enfin, la décision évidemment elle appartenait à Olivier Assayas, hein, mais il était. Je pense qu'en effet, on a eu quelques va-et-vient là-dessus, et qu'à un moment, j'ai insisté en lui disant, écoute, je pense qu'on peut que ça vaut le coup de se lancer. Qu'est-ce qui Et était donc, compliqué? alors, En tant que scénariste, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire à partir de ce texte? alors là, beaucoup de choses. Il y a d'abord que le livre, c'est quand même deux personnes qui se parlent l'une en face de l'autre dans des fauteuils. Et simplement, ils se racontent beaucoup de choses, mais ça voulait dire qu'il fallait être dans ce tête-à-tête, mais aussi raconter en images et en son tout ce que eux se racontent. Et ça fait beaucoup. C'est-à-dire que ça fait à la fois un dispositif très minimaliste et en même temps maximaliste par tout ce qu'on a à montrer, c'est-à-dire 30 ans d'histoire soviétique puis russe, avec énormément de personnages, où il se passe énormément de choses. Donc on a essayé euh, de trouver une forme qui est très très proche de celle du livre, en fait. Vraiment une adaptation très fidèle. La plupart des dialogues viennent du livre. Enfin, et on avait eu une autre question là qui était problématique, c'est celle de la langue, parce qu'au début on se disait mais en russe on peut pas le faire, on peut pas aujourd'hui faire un film européen ou en russe. Pour quelle raison? Parce que personne n'a envie de faire un film en russe actuellement, que même si on prend des comédiens russes, les meilleurs comédiens russes, ils peuvent, outre qu'il n'y en a pas qui soient vraiment connus, et qu'il faut des acteurs, je veux dire en Europe, il y en a, et que il fallait des acteurs vraiment connus. Donc très vite, on a conclu que soit le film se faisait en anglais, soit il ne se faisait pas. Donc il a fallu admettre que cette espèce de convention, qui somme toute est celle aussi de la tragédie classique française, où tous ces Romains ou ces Grecs parlent le français du grand siècle, pareil, convention, et tous ces gens parlent anglais. Il y a une minute, à mon avis, quand ça commence, où on fait gloops, et puis ensuite on s'y fait. Il y avait un bon précédent qui était la série Tchernobyl. La série Tchernobyl qui est extraordinairement convaincante, c'est en anglais. Il y a une seconde où on dit ça va pas marcher, puis en fait ça marche tout de suite. Et ce film, vous l'imaginiez comme un mélange de thriller politique et de réflexion sur le pouvoir? Vous l'imaginiez comme ça, de cette espèce de mixage entre deux genres? Oui, tout à fait. Et puis non, il y avait une chose qui était vraiment un enjeu, une chose difficile, et là je suis pas bien placé pour le dire, mais franchement je trouve que c'est un truc qui réussit, c'est que ça raconte comme ça déploie, ça déroule 30 ans d'histoire extraordinairement chargée, avec énormément de personnages qu'il faut identifier, avec des enjeux, et j'ai l'impression il s'agissait de rendre tout ça clair, constamment passionnant, et
J'espère, et à vrai dire, même je pense que Olivier Assayas, à partir de là, il a réussi. Giuliano, par rapport à ce film, vous avez été surpris, c'est comme ça que vous l'imaginez. Il y a eu des échanges entre vous, vous avez Oui, participé à oui, l'élaboration. enfin, moi, justement, je m'étais déjà improvisé romancier, donc je n'allais pas m'improviser scénariste ou cinéaste aussi. Mon idée dès le départ, c'était d'avoir quelqu'un en qui j'aurais confiance et pour qu'il s'empare de cette histoire et ils en fassent leur œuvre. Et c'est ce que Emmanuel et Olivier ont fait. Donc j'avais plutôt envie d'être surpris d'une certaine façon et que ça devienne autre chose par rapport au livre. En même temps, c'est vrai on s'est pas mal parlé. On est devenu, d'ailleurs, je pense à l'occasion, assez amis. C'était une expérience. Bon, comme vous connaissez ça mieux que moi d'ailleurs, c'est toute une aventure cette histoire une fois qu'on a signé un contrat d'adaptation, après ça commence de là. Pour quelqu'un qui d'ailleurs a plutôt l'habitude d'écrire et qui fait ce qu'il veut, c'est extraordinaire de découvrir la difficulté, le caractère même un peu aventureux de toute cette histoire. Ça me rappelle cette série magnifique, non, sur The Offer, sur le making of du parrain. Hein. Alors, c'est 4 ou 6 épisodes fantastiques sur le tournage du parrain. Et alors, c'était pas à ce niveau-là, hein, la mafia du coup n'était pas impliquée, mais Tu ne l'as pas su. voilà, il y a des choses qui m'ont été épargnées, mais ce qui est vrai, c'est que c'est toute une aventure. Et donc on a vécu ça avec en effet aussi François Samuelsson qui était un peu le parrain de toute cette opération pour rester dans le sujet. Et ça a été passionnant. Et en même temps, le résultat, pour moi, il est extraordinaire parce que il est en même temps, comme le disait Emmanuel, très fidèle au livre. Donc j'y ai retrouvé non seulement les dialogues et les textes, mais l'esprit du livre très très largement. Mais c'est autre chose. Hein, et donc pour moi, c'est resté une surprise très heureuse. Une question qui s'adresse à tous les deux. Dans le contexte actuel, donc un roman puis un film sur le cercle rapproché de Poutine, ça ne fait pas une œuvre de simple divertissement, que ce soit un livre ou un film. Pensez-vous que la fiction, parce que c'est une fiction, hein, posée, chevillée au réel, mais ça reste une fiction, pensez-vous que la fiction a un rôle politique à jouer dans la compréhension de la Russie d'aujourd'hui? Ou au contraire que parfois elle risque de simplifier ou de mythifier hein, un pouvoir qui est déjà très très entouré de storytelling et de discours qui accompagnent aussi le projet poutinien, que ce soit lui qui signe les textes ou ses amis Karaganov et compagnie. Je pense que vous imaginez ma réponse. Hein. Je ne sais pas si, si Emmanuel Non, 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 non. euh, non, évidemment, dans mon cas, moi, à partir d'un moment, j'ai basculé dans la fiction parce que j'ai pensé ou j'ai trouvé que dans la position dans laquelle je me trouvais, c'est-à-dire malgré tout celle d'un observateur extérieur, c'était la meilleure façon d'essayer de m'approcher de la réalité. Donc ce n'était pas une tentative de sortir ou de s'enfuir de la réalité, c'était une tentative d'y entrer encore plus. En essayant de rentrer un peu dans la tête de ces personnages. Après, c'est pas moi qui vais porter le jugement sur la réussite ou pas de cette opération, mais je pense que c'est un peu la même chose pour le livre et pour le film, encore une fois, parce que le film, de ce point de vue-là aussi, est très fidèle au livre. Non, je précise ma question sur le pouvoir poutinien s'entoure certain nombre beaucoup de textes hein, expliquant le projet impérial que la revue Le Grand Continent a souvent publié d'ailleurs. Il y a un storytelling, il y a un narratif très très fort. Que l'Ukraine de toute façon n'existe pas, que c'est la Russie, que ils sont eux agressés et les autres sont les agresseurs. Enfin, on a suivi tout ça. Le fait de, par exemple, la présence de Jude Law
en Poutine. On est aussi dans une dimension très spectaculaire, très narratif, mais c'est la fiction. Jude Law n'est pas Poutine par définition. Est-ce que vous vous êtes dit, et Emmanuel aussi sur le scénario, la fiction, il faut utiliser au maximum la fiction pour ce film, et est-ce qu'il n'y a pas le risque avec la fiction de mythifier encore un peu plus ce pouvoir poutinien qui terrifie autant qu'il fascine, malheureusement? Vous connaissez la phrase de Churchill disant que la Russie est un secret à l'intérieur d'une énigme enveloppée dans un mystère. Je pense que la fiction est quand même ce qui est le plus à même, sinon de percer, du moins d'approcher ça. Et que oui, il y a un énorme storytelling russe et très très puissant, très habile, par lequel on est entouré, hein, sans s'en rendre compte. Mais le livre, et j'espère le film, justement, ça essaye de démonter un peu ce storytelling, de le raconter, de raconter comment ça, de le prendre à l'origine. Et c'est ça qui est fait, hein, vraiment au-delà du divertissement, parce que je pense que le film, il est aussi, enfin, divertissant au sens où voilà, on a plaisir à le voir, il est passionnant, tout ça, mais ça touche vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment, je trouve, d'une analyse politique au sens vraiment le plus large, très forte, quoi. C'est vraiment montrer le cœur du réacteur de ce récit. Et comment vous avez fait justement pour le traduire en langage cinématographique? Parce que ce qui n'est pas montré au cinéma n'existe pas. Donc comment, en quelque sorte, traduire ce qu'il y avait dans le roman et le retransmettre en images? Comment vous avez fait pour... Alors ça, c'était le job d'Olivier Assayas, à quoi il excelle. Mais tout de même, voilà, il faut montrer en image, et ce qui n'est pas en image est perdu. Pas seulement, puisqu'il y a beaucoup de paroles. Et là, le film assume totalement la parole. Il assume le fait que tu envisageais à un moment que ça soit une pièce de théâtre, et le film est totalement différent parce que précisément tout ce que les gens disent est montré et raconté. Mais tout de même, c'est deux types qui se parlent. Et là, on n'a pas eu davantage peur de la parole que Giuliano n'en a eu peur. C'est vraiment absolument assumé. On s'est justement pas dit ah ben non, faut pas faire ça parce que c'est pas cinématographique. Essayons de parler moins. Non, ça parle. Pas que, mais ça parle. C'est un film sur la parole, et c'est même un film qui filme la parole, parce que la scène où il faut attacher ce malheureux président de la Fédération de Russie, Yeltsin, Le pauvre à Yeltsin, l'époque, oui. parce qu'il tient Il pas tient pas, debout, enfin il tient pas assis. D'ailleurs, on filme aussi l'exercice de la parole. Oui, mais il y a moi j'ai beaucoup aimé dans le film, parmi d'autres choses, cette façon de mettre en scène le côté théâtral qui était déjà un peu présent dans le livre, mais vous, dans le scénario, vous l'avez fait plus, avec cette scène magnifique de la pièce de Zamiatine, d'abord, qui n'est pas dans le livre, que vous avez entièrement construite, qui est très très belle. Ouais, donc Zamiatine est l'auteur de ce livre visionnaire incroyable qui s'appelle Nous, et qui, avant Orwell, avant Huxley, au début du XXe siècle, a imaginé une société totalitaire, technologique, totalement transparente, qui ressemble beaucoup à notre société des réseaux sociaux et de la data et tout ça. Et ce personnage, ou du moins cet auteur, joue un rôle important dans la première partie du livre, parce que c'est un peu le prétexte qui permet aux deux personnages de se rencontrer, au narrateur et au russe Baranov de se rencontrer. Mais eux, dans le scénario, l'ont valorisé encore plus, et on en fait d'ailleurs une scène très très belle de mise en scène d'une pièce de Zamiatine. Et puis, comme vous le disiez, cette scène incroyable de Yeltsin qui est collée à son siège, et tout au long Qui est vrai. qui est parfaitement vrai. Ah oui, ça c'est une scène. Lui, il ne pouvait plus articuler. Il avait eu son 5e infarctus un mois avant la fin de la campagne électorale
de 96. Et donc on l'a collé, on a reconstruit chez lui son bureau du Kremlin, on l'a collé à la chaise, et vu qu'il ne pouvait pas parler, on lui a dit, Monsieur le Président, bougez les lèvres. Et donc là, et après on lui a collé dessus un mix des discours qu'il avait déjà fait. Est-ce que vous diriez que votre film, en dehors de l'aspect effectivement thriller politique, film de mafieux aussi, parce que Berezovski, etc., il y a ce côté-là, avec le club. Tous les Voilà. oligarques des années 90, Voilà. c'était des hyper mafieux. Et tout aussi... il y avait une référence un peu Scorsese, quoi, quand même, là-dedans. C'était dans ce qu'on racontait de Berezovski. Mais justement, outre cette portée divertissante, et on a du plaisir à voir ce film, est-ce que vous avez travaillé dans ce sens aussi, Emmanuel et Giuliano en l'écrivant, une portée pédagogique, c'est-à-dire ce film va vous faire comprendre ce que c'est que cette histoire du poutinisme? Oui, c'est-à-dire l'idée, alors je ne sais pas si c'est de la pédagogie, mais l'idée, dans le cas du livre, et encore une fois je pense du film aussi, c'est, même par rapport à votre question précédente, justement, on ne va pas se limiter à une vision manichéenne de la chose où on va simplement dire, bah là, il y a des personnages très méchants qui font des choses très méchantes. Ça peut, pourquoi pas, hein, mais ça n'explique pas grand-chose. Par contre, l'idée, c'était, on va essayer de rentrer dans leur logique, de la démonter, de la décortiquer, comme disait Emmanuel, pour en comprendre la force aussi. Et c'est là qu'il peut y avoir le risque dont vous parliez, c'est-à-dire que pendant qu'on fait ça, on essaie de comprendre aussi quelle est la puissance de la chose. Mais en même temps, je pense qu'on fournit l'antidote aussi, parce qu'on explique comment ça marche. Et je crois que, en effet, à n'importe quel phénomène politique on peut être confronté, c'est peut-être plus intéressant de lui prêter même plus d'intelligence qu'elle n'en a, plutôt que trop peu. Hein. Je pense qu'on a toujours en politique un peu ce défaut, on a des ennemis, des adversaires, et puis on dit le discours c'est des fous, c'est des idiots, c'est Et là ça amène pas très loin. Alors qu'il faut comprendre ce que c'est, comment ça marche, pourquoi ça marche, quelle peut être la force de cette chose-là, et c'est la seule façon, à la limite, pour pouvoir contrer ça de façon efficace, je crois. Vous partagez ça, Emmanuel, quand vous disiez il y a ce côté aussi Alors sur le mafieux, côté, oui, par ailleurs, la scorsésien, visée oui. pédagogique, ça je l'ai dit, je trouve que c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on sort de ce film en sachant un peu mieux, en ayant un petit peu mieux compris ce qui s'est passé après la chute de l'Union soviétique, et même un peu avant, puisque ça commence un peu avant. Par ailleurs, quand Giuliano, tu dis, oui, il faut pas être manichéen, faut pas montrer des bons et des méchants, la vérité, c'est que dans cette histoire, il y a que des méchants. Je veux dire, au temps de l'Union soviétique, il y avait quelques bons, il y avait les dissidents, il y avait Solzhenitsyn, il y avait Sakharov, il y avait des gens qui étaient quand même des héros de la vérité, Là, tout le monde partage cette espèce de cupidité, d'appétit frénétique de pouvoir, de trucs comme ça. Je veux dire, le personnage quasiment le plus sympathique, c'est ce Baranov inspiré de Surkov. Donc, tu ne peux pas dire qu'en réalité, ça soit un personnage éminemment sympathique. Non, il est pas. Donc, on est dans un, quand même dans, enfin, plus qu'un panier de crabes, parce qu'un panier de crabes, c'est réducteur, mais enfin, on est dans une espèce de truc de grands fauves qui s'entretuent. Hein. Il n'y a pas de Chergeant de type qu'on puisse donner en exemple moral dans ces 30 années, Oui, tu peux chercher. Effectivement, il y en a pas beaucoup dans le film. Le personnage féminin, Ah oui, oui, voilà. non, je parlais des personnages, Oui, oui. des personnages publics. Oui, c'est vrai. Le personnage féminin, elle représente au fond quelqu'un qui a gardé quelque chose de ce désir de liberté qui a explosé au début des années 90, entre la perestroïka et puis le Il y a aussi un écrivain français, qui vient justement qu'on voit, c'est un caméo que vous faites, c'est un homme Emmanuel. de théâtre, je Lui, crois, un en homme de principe. théâtre, voilà, Ouais, joué par un célèbre écrivain français. Oui, enfin celui-là, il est pas, plutôt sympathique.
Bon, il est un peu con surtout. Enfin, il est. Non, mais je veux dire, à vrai dire, je fais le même caméo dans le film de Serebrennikov d'après Limonov. Et je fais à peu près le même rôle, c'est-à-dire un intellectuel français pédant qui explique aux Russes ce que c'est que la Russie. Donc, je le fais avec beaucoup de plaisir, mais c'est. Non, non, je voulais revenir sur le personnage féminin. Effectivement, il est bien mis en valeur dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez justement pour montrer cette opposition. En fait, elle est un peu plus, comment dirais-je, honnête que les autres. Elle est beaucoup plus convaincante. Je ne sais pas comment vous avez pu la développer justement ce personnage pour lui donner un peu plus d'importance dans le film. Le personnage, il était là, on lui a donné effectivement un peu plus de place. Puis ensuite, il y a l'incarnation de la comédienne, quoi, qui lui donne tout son jeu de Alicia Vikander, qui lui donne tout son charme, son espèce de. Disons qu'elle est convaincante, je trouve, en incarnation sinon de la liberté, du moins du désir de liberté, d'une espèce de fidélité au désir de liberté. Entre le roman et le film, je voudrais qu'on parle aussi un peu de Kolkhoz, parce que Kolkhoz, vous faites aussi un portrait de Poutine assez terrifiant. Vous avez lu évidemment Kolkhoz, Giuliano. Entre Kolkhoz aussi et les textes de Grand Continent, hein, qui nous mettent en texte aussi tous ces grands théoriciens du poutinisme. Hein. Surkov en était un, Karaganov un autre. Vous avez passé finalement tous les deux énormément de temps à observer, comme nous tous, hein, la Russie de Poutine. Après plusieurs années de guerre en Ukraine, avec un Poutine toujours en place et une Russie durablement en confrontation avec l'Occident, qu'est-ce que vous avez vu venir du système poutinien et qu'est-ce qui vous a malgré tout, avec les années qui passent, de plus en plus surpris? Giuliano peut-être. Je pense alors ce que j'ai vu venir avec d'autres, c'est, je crois, quelque chose qui était assez simple à voir, mais que nous avons eu du mal à voir parce que nous n'avions plus tout à fait les catégories pour le comprendre. Donc, au fond, le retour d'une conception assez classique du pouvoir, assez primitive, très ancrée en effet dans l'histoire russe, qui a quand même, qui n'est pas prédestinée. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une prédestination russe à l'autocratie, mais quand même, c'est une récurrence, disons, assez systématique, voilà, dans l'histoire russe. Et donc, voilà, cette façon, disons, de se rattacher à cette histoire avec un côté universel, encore une fois, d'une conception, au fond, très, 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 très traditionnelle du pouvoir, et avec une spécificité russe, ça, je pense qu'on a pu le voir, et que c'est juste nous, peut-être en Europe, qui étions déjà dans le monde d'après, hein, dans le monde de la fin de l'histoire et de tout ça, c'est juste nous, peut-être, qui n'avons pas vu ou su ou voulu même le voir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui nous a échappé? Que la logique, notre logique, la logique allemande, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à m'en prendre à Angela Merkel comme le fait tout le monde en disant elle a rien compris, elle a rien vu, je pense que c'est facile de le faire aujourd'hui alors qu'à l'époque on pensait tous que c'était une femme d'État remarquable. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'elle a bien fait d'essayer, d'une certaine façon, de porter Poutine dans notre logique, donc dans une logique qui serait plutôt celle d'un échange d'éléments contractuels, juridiques, économiques, etc. Donc un peu, au fond, la logique européenne de régler les rapports de force sur base un peu contractuelle, commerciale, à la manière des avocats. Et sauf que ce n'est véritablement pas la logique qui meut Poutine. Sinon, d'ailleurs, moi j'ai été, je pense comme beaucoup, très étonné par l'invasion de l'Ukraine en 22,
parce que ça sortait complètement du cadre de quelque chose qu'on pouvait comprendre sur une base même rationnelle d'une certaine façon. Mais ça rentrait en effet assez bien dans la logique de Poutine, et on a vu la façon d'ailleurs dont il a réussi à exploiter cette erreur, parce que d'un point de vue stratégique et militaire, sûrement il s'agit d'une erreur, mais la façon dont il a réussi à exploiter cette erreur pour renforcer encore son pouvoir, pour renforcer son emprise à l'intérieur de la Russie. Qu'est-ce que vous appelez une erreur? Là, disons, d'un point de vue militaire, économique et stratégique, l'invasion de l'Ukraine en février 22, c'est une erreur. Hein. D'ailleurs, si on regarde ça, même simplement en termes de conquête territoriale, par rapport à ce qu'il attendait lui, c'est-à-dire il avait déjà son chef d'État ukrainien prêt à s'envoler pour Kiev et à prendre la place de Zelensky un mois plus tard, ça s'est pas passé comme ça, malgré tout. Et pourtant, on voit quand même la façon dont il a réussi à, même au-delà de Trump et au-delà du contexte international, qui est une très heureuse, bien heureuse surprise ou pas surprise pour lui. Mais même au-delà de ça, à l'intérieur, il a quand même réussi à exploiter cette erreur pour renforcer son pouvoir de façon très impressionnante. Donc ce qu'on n'a pas vu, c'est quoi? C'est qu'en fait, il était en dehors de notre logique, en dehors de la logique de transaction, et même prêt à aller du côté de l'irrationnel ou de l'erreur stratégique pour arriver à des fins supérieures à cette erreur? Oui, alors ça, je pense, moi, en partie, avec d'autres, et c'est la raison du livre et du film, je pense que ça, on l'avait compris. Pour ma part, moi, je n'avais pas, je n'étais pas, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. C'est-à-dire, malgré tout, je lui attribuais, c'est d'ailleurs peut-être un tout petit peu le raisonnement que faisait ta mère, mais voilà, c'est mais je exactement veux ça. pas lui prêter. Tu connais ça mieux que moi, mais je pensais que cette logique-là resterait à l'intérieur d'un cadre. Alors que là, on voit bien qu'elle déborde complètement. C'est-à-dire, Poutine en Alaska, ce qu'on sait de la rencontre Poutine-Trump et de la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que Poutine commence à parler à Trump de l'Ukraine d'il y a 1000 ans. Hein, et il lui parle, voilà, il commence à lui raconter toutes ces histoires. Et là, franchement, si tu es dans une rationalité, même dans la logique de Poutine, tu fais pas ça parce que Trump, il s'en fiche de l'histoire. Tu commences à lui parler de Vladimir et de là, mais c'est fini, non? Et donc il y a les deux côtés, je pense. Il y a une rationalité de pouvoir très dure, et puis il y a une forme de folie presque. Vous diriez ça aussi, Emmanuel, parce que dans Kolkhoz, vous racontez le passage d'ailleurs auquel Giuliano faisait référence, c'est-à-dire la stupéfaction de votre mère, Hélène Karadankos, devant cet acte irrationnel d'invasion de l'Ukraine. En même temps, vous faites un portrait de Poutine aussi. Et là, on retrouve un peu le film, à la fois comme un businessman voyou, il y a aussi le côté voyou de Leningrad à l'époque, et tout ça matiné de projets impérialistes. Vous en feriez quelle analyse de Poutine? Si vous prenez Poutine au début, et non pas à la fin, mais aujourd'hui, au début, c'est un film de Mankiewicz, l'histoire de Poutine. C'est-à-dire, c'est tout le monde, les importants, les oligarques, tout ça, ils disent, nous, tout de suite, on a besoin d'un homme de paille, d'un type qui va, et ils disent, celui-là, c'est comme ça dans la scène, il dit, il est docile, il va nous manger dans la main, c'est pas un prix Nobel, il est pas très malin, mais tout va aller. Le modeste et virginal Poutine, en 2 ans, les a tous bouffés les uns après les autres. Ils ont été soit en exil, soit assassinés, soit les deux. Et alors je vous dis, c'est comme dans un film de Mankiewicz, celui qui a vraiment l'air de rien et qui dégomme tout le monde. Ensuite,
au fond, on s'est dit, voyons prendre on s'est dit à un moment, oui, mais au fond, c'est un homme dur, c'est un autocrate, mais au fond, ce pays a besoin d'être tenu. Et après les 10 ans des années 90, où tu disais que il n'y avait pas de vocation spéciale de la Russie à l'autocratie. Si, bien sûr. Enfin, elle a jamais connu autre chose, à part 10 ans où la démocratie est assimilée en plus à purement gangstérisme, appauvrissement général, ce qui fait que l'idée même de démocratie est affectée d'un signe 100% négatif. Donc uniquement ça a été autocratie. On s'est dit oui, bah il est. Puis ensuite on s'est dit en fait c'est un gangster. En fait, c'est un mafieux, c'est un type, tout ce qu'il veut, c'est devenir l'homme le plus riche du monde, ce qu'on le soupçonne d'être. Vous parlez Et de ces puis, brosses de toilette en or, en ouais, et à un kolkhoz. moment, Voilà. on a fini par se rendre compte que, et c'est à peu près là qu'on en est, qu'il n'avait pas seulement le goût des Patek Philippe des balayettes de chiottes en or massif, puisque c'est un truc que Navalny a révélé, mais en réalité un projet géopolitique, un projet extrêmement pensé, reposant sur une réflexion ou l'idée d'une réflexion, mais enfin il est très fier, je pense, de sa réflexion historique qui s'exprime dans d'interminables articles, mais vraiment où il y a, c'est pas forcément de la bonne pensée, mais c'est de la pensée. Et c'est ça le combat qu'il mène actuellement. C'est pas, et au fond, c'est ce qu'on le voit mener dans le livre et par suite dans le film, où il y a quand même, il tient des discours qui sont très articulés et où il y a une espèce de colère quand ils sont pas entendus. Enfin, là, c'est pas juste un cynique. Ça l'est. Les moyens sont cyniques, mais sur le fond, je pense qu'il y a une espèce il y a une volonté impériale qui est la volonté de la Donc une grandeur de son. rationalité, pas une folie comme disait Giuliano. Là, pour le coup, vous êtes. Giuliano disait il y a une folie contre versus. Ah mais Oui, non bon. mais il y a peut-être une folie à poursuivre un tel projet, mais ce projet a sa cohérence et surtout je veux dire, il ne se résume pas au cynisme. Et ça, le film est un instrument. Voilà, parce que ce qui est très puissant dans le film, c'est qu'on a l'impression, en le voyant à la fin, de dire que le metteur en scène et vous-même nous dites, vous n'avez encore rien vu. On a l'impression. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, Il reste ouais. une question en suspens en disant, on n'a encore rien vu. On démonte le système et en même temps, qu'est-ce qui va arriver? Il y a une espèce Ah oui, d'autant d'imprévisible. qu'il en est, je sais pas, c'est son 4e mandat, quelque chose comme ça. Et je sais pas, contrairement à Trump, qui en principe n'a pas droit à plus de 2 mandats, là, lui, il est en train de changer. Il est normalement là jusqu'en 2035, quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est bon. C'est-à-dire tant qu'il est vivant, Tant qu'il est vivant, je pense qu'il a oui. aucune raison de quitter le pouvoir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même que le pouvoir ne fait pas de bien au cerveau humain, à mon avis. C'est-à-dire que ça vaut partout, hein, ça vaut. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bien que les gens quittent le pouvoir après un certain nombre d'années, même en démocratie, parce que quand vous y êtes, Kissinger d'ailleurs disait, quand on est au pouvoir, on n'apprend rien. Donc il faut étudier avant parce qu'après il y a que des réflexes qui se développent, mais vous pouvez rien apprendre parce que de toute façon vous êtes dans une sorte de tunnel et voilà et vous y allez et tout va très vite et de toute façon vous êtes tellement concentré sur vous-même, sur votre action, que ça devient, les Américains parlent de tunnel vision, non? C'est vraiment une expression et je pense que ça vaut pour toutes les personnes qui sont dans une situation de pouvoir. D'ailleurs, les moralistes français le disaient déjà, hein, et Chateaubriand parle d'un nuage, une sorte de nuage qui entoure la tête des puissants et les aveugles, hein, il le dit mieux évidemment, mais il dit plus ou moins ça. Et donc, imaginez quand même un homme qui est à la tête de la Russie, dans une condition bien différente par rapport à celle d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement européen, depuis plus qu'un quart de siècle, et qui en plus développe de plus en plus ses visions et ces idées-là. Ce qui est clair, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Et qu'il est
paraît-il, enfin dans une bulle informationnelle, comme on dit, particulièrement épaisse, puisqu'il a pas l'usage d'Internet, par exemple, Non. paraît-il. Il est pas, je pense, que c'était une scène que j'avais même écrite pour le livre et après, comme tu le dis, en plus, il s'agit vraiment de choisir. Le problème dans cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc, déjà, pour le livre, il fallait choisir. Pour le film, encore plus, et c'est remarquable la façon dont ils l'ont fait. Mais j'avais une scène du livre où on voyait en effet Poutine qui n'avait jamais envoyé de mail de sa vie parce que il est complètement pré-numérique, Poutine. Mais par contre, il a autour de lui des gens qui savent très très bien utiliser Internet, en effet. Il n'utilisait pas Internet par sagesse, pour ne pas Non, par émettre de traces, sécurité, ou à la pas? Voilà, base, par sécurité. voilà. C'est des protocoles de sécurité, des services qu'il suit, évidemment, étant lui-même un ancien du KGB. Est-ce que Poutine, sans Surkov alias Baranov ou Baranov alias Surkov, peut devenir le Poutine qu'il est devenu aujourd'hui? Je pense, je pense qu'il ne pourrait pas, il n'aurait pas pu sans le Surkov collectif, c'est-à-dire Baranov dans le livre, en réalité, est inspiré à un vrai personnage, en effet, qui est Surkov, qui était le principal, disons, de ces, eux l'appellent les technologues de la politique. Hein. Il y a ce terme spécifique en Russie pour les spin doctors, c'est des technologues de la politique. C'est une profession qui se développe au cours des années 90. Et Baranov est un peu un concentré de tous ces personnages-là. Donc c'est pas que le vrai Surkov. Et je pense que tous ces personnages-là et tout cet ensemble-là, effectivement, ils contribuent à structurer le pouvoir de Poutine. Mais il suffit de voir d'ailleurs son pouvoir pas que à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Le pouvoir de Poutine, son influence sur l'Europe, les États-Unis, il est fait justement de ces deux composantes. Là, ce retour de quelque chose de très traditionnel, mais après tout le théâtre incroyable, non, voilà, des opérations d'information, des informations, de cette forme de propagande, de pousser les uns les autres, de jouer sur les fractures, tout ça, c'est une forme de chaos numérique et tout ça c'est quand même essentiel pour le pouvoir et la projection de Poutine aujourd'hui. Donc, je pense non, pas de Poutine tel qu'on le connaît sans Baranov. Vous avez mentionné l'Amérique, Donald Trump, aujourd'hui de retour à la Maison-Blanche. Poutine est toujours au Kremlin, la guerre en Ukraine continue, l'Europe doute de plus en plus. Est-ce que c'est vraiment une partie à trois qui se joue? Est-ce que l'Europe a encore la possibilité de jouer? L'Europe ou l'Occident, je dirais, mais l'Occident européen, vas-y, parce que sur l'Amérique, malheureusement, c'est beaucoup plus inquiétant. Oui, mais l'Europe, pour l'instant, elle joue le rôle de la proie. Hein. Alors, c'est un rôle dans cette architecture, mais évidemment, c'est un rôle qui n'est pas ni le plus décisif, ni le plus attrayant. Mais bien évidemment qu'elle a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, encore une fois, l'acharnement de toutes ces puissances-là contre nous en est la preuve la plus évidente. Sauf que euh, pour jouer, et même pour être dans une bagarre, il faut se battre. Hein. Là, pour l'instant, on n'est pas dans une bagarre. On est alors en italien, ça s'appelle un pestaggio, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est quand vous êtes par terre et vous avez des gens qui vous donnent des coups de pied et vous réagissez pas. Bon, alors là, évidemment, vous êtes dans un rôle qui est un tout petit peu embêtant. Moi, je pense que la première chose, c'est de se rendre compte que de toute façon, on peut pas prendre beaucoup plus de coups que ceux qu'on est en train de prendre, et donc on a plutôt intérêt à commencer à en rendre quelques-uns. Et on a pas mal d'arguments et d'armes à disposition pour le faire. Et quel?
C'est la question que j'allais Ah poser. non, 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 mais il y en a. Alors, je veux dire, on est sur tout ce qui concerne le commercial, le numérique, on a un tiers du chiffre d'affaires des entreprises du numérique américaines se fait en Europe. Alors, c'est pas simplement que voilà qu'on est la victime d'un système. On représente un patrimoine considérable. La dette américaine, elle se finance aussi très largement grâce à des capitaux de l'épargne européenne. Voilà, on a des instruments du point de vue économique, technologique, commercial qui sont tout à fait, on peut très très bien défendre notre modèle. Et si un pays comme le Brésil, parce que c'est pas que la Chine évidemment elle fait face aux États-Unis, mais le Brésil fait face aux menaces américaines, ne cède pas, envoie Bolsonaro en prison, ferme X quand il ne respecte pas leurs règles, ils sont menacés par la Maison Blanche, et puis à la fin Trump trouve un accord avec eux. Parce que, voilà, il y a des logiques commerciales qui vont s'imposer. Nous sommes les seuls qui se comportent collectivement comme si on était le Luxembourg. Ursula von der Leyen se comporte comme si elle était le Premier ministre du Luxembourg. Ce qui est aucun mal, hein, mais alors quel est l'intérêt d'être tous unis dans un marché unique avec des règles commerciales, des règles sur le numérique, toute une série de choses qu'on a déjà mis en commun. Ça n'a aucun sens. Comment analysez-vous la situation actuelle en Ukraine au moment où Volodymyr Zelensky serait prêt à renoncer à la demande d'adhésion à l'OTAN contre des garanties de sécurité des Européens et des Américains? Comment vous jugez cette situation? Vous savez, moi, là, par contre, j'évite de me poser en expert. C'est pas parce que j'ai écrit un roman sur le Kremlin que je suis un expert du terrain militaire en Ukraine. Mais là aussi, je constate franchement que la position européenne n'est pas claire. C'est-à-dire, nous sommes comme il y a un poète italien qui a gagné le Nobel à un moment qui s'appelait Eugenio Montale et dont le poème le plus célèbre se termine par des mots nous savons ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne voulons pas. Alors en Ukraine, on a bien compris ce que l'Europe n'est pas et ne veut pas, hein, mais on n'a pas du tout compris de façon réaliste ce qu'on veut. Et je pense qu'il va falloir un jour que les Européens articulent en Europe aussi, en Ukraine aussi, quelle est leur perspective de sortie de crise au-delà du fait que l'Ukraine gagne et reprenne tous ses territoires, ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas véritablement prêts à permettre, parce que nous n'avons pas l'intention de nous engager militairement en Ukraine. Donc, on comprend très bien ce que veulent les Russes, on comprend très bien ce que veulent les Américains, on comprend franchement pas ce que veulent les Européens, au-delà du fait qu'on voudrait que voilà, ça se termine bien. Mais c'est un peu vague quand même. Emmanuel, vous êtes allé en Ukraine, hein, vous racontez. Non, mais j'aime bien. C'est même une question d'emploi des temps. Tu as dit, on comprend bien ce que veulent les Russes, on comprend bien ce que veulent les Américains, on comprend un peu ce que voudraient les Européens. Ouais. C'est-à-dire, au mieux, on voudrait. Et par ailleurs, ce qui est terriblement... J'ai l'impression que si atroce que soit la paix qu'on propose éventuellement aux Ukrainiens pour en finir, ce qu'on leur dit, c'est si vous en voulez pas, dans 6 mois, ça sera pire. Elle sera encore plus défavorable. Donc c'est, enfin, ce qui est proposé à Zelensky, enfin, est terrible. C'est un dilemme
Vous qui êtes allé beaucoup en Ukraine, Emmanuel, et vous en parlez dans Kolkhoz, est-ce que vous comprenez cette difficulté que parfois ont les Européens à comprendre que cette guerre en Ukraine est aussi en partie la leur? Ben, enfin, moi, ce qui me frappe, parlant avec des Ukrainiens, j'ai fait un film comme ça, un film documentaire qui se passait dans des trains et dont l'objectif était de parler avec des gens qui étaient voilà entre le front et Kiev et voilà. Et donc c'était voilà enregistrer des témoignages d'une trentaine de personnes très variées, des soldats, et au fond ce qui me frappait, c'est qu'ils disaient deux choses à la fois, qu'ils disaient à la fois on n'en peut plus. Il faut faire la paix à n'importe quel prix, et en même temps, on veut rien lâcher. Et c'est voilà, c'est très très douloureux parce que ces deux choses contradictoires étaient aussi puissantes l'une que l'autre. Non, mais je disais, voilà, vous êtes écrivain et vous êtes réalisateur aussi, scénariste, vous connaissez bien l'Ukraine, vous êtes allé, vous avez rencontré énormément d'Ukrainiens. Vous avez tenté par vos œuvres de transmettre aussi ces attentes, ces émotions, ces désirs ukrainiens. Il y a une très belle page dans Kolkhoz où vous êtes avec des écrivains du Pen Club ukrainien qui vous expliquent ce qu'ils ressentent. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en état de tristesse ou de désolation ou même de déprime parfois quand on voit comment l'Europe finalement n'arrive pas à comprendre que ce combat qui joue en Ukraine, c'est aussi un combat européen. Oui, non mais je comprends, je trouve ça terrible, mais enfin, je n'ai pas de solution. En même temps, je veux dire, si j'étais à la place de notre président, un truc comme ça, je sais pas ce que je ferais. J'irais pas, honnêtement, j'irais pas envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc, honnêtement, je sais pas. Ça me paraît une situation. Enfin, au fond, c'est une situation où malgré tout, il y aura une prime à l'agression. Alors, une prime à l'agression, au fond, c'est la guerre. Quand il y a la guerre et qu'il y en a un qui a agressé l'autre et qui, bah oui, mais en même temps, c'est aussi voilà l'autocratie contre malgré tout la démocratie, en l'occurrence une démocratie comme c'est la démocratie ukrainienne qui est pas parfaite, qui est corrompue, tout ça, mais qui malgré tout représente la démocratie. En voyant le film, on a le sentiment, et le film rend vraiment bien ça, que la Russie de Poutine fonctionne exactement comme une sorte de miroir noir, quoi, d'anti-miroir de nos démocraties. Culte du chef d'un côté contre gouvernants contestés ici, manipulation de l'information contre désir de labellisation d'une information aujourd'hui qui se fait jour, en tout cas en France. Patriotisme exacerbé, fierté contre fatigue, usure démocratique de l'autre. Euh, Qu'est-ce que ce miroir nous renvoie de nous-mêmes et qu'est-ce que vous aimeriez finalement que le public garde en tête en sortant de la salle, en sortant de cette immersion justement dans l'envers de la démocratie? Je pense que ce qui se pose véritablement de façon assez large dans nos sociétés, c'est la question de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens dans nos sociétés ont l'impression que le pouvoir ne s'exerce pas, que les problèmes sont toujours plus ou moins les mêmes, et qui sont les mêmes depuis des années ou des décennies, que ça s'améliore pas, que ça empire, et qu'on peut voter comme on veut, rien ne change, à droite, à gauche, pas de différence. Et donc, dans un contexte de ce type, je pense en effet que quelqu'un qui va venir restaurer le pouvoir de façon visible, même monocratique, autoritaire, arbitraire, mais forte et immédiate et rapide, va trouver un public large. Et ça, c'est ce qu'a fait Poutine, en effet, après, de façon particulièrement spectaculaire, à la suite de cette décennie chaotique d'expérimentation démocratique et capitaliste en Russie à la fin des années 90.
Mais je pense que c'est ce que fait, d'une certaine façon, c'est ce que fait Trump aujourd'hui aux États-Unis. C'est la même chose. Quelle est la force de Trump aujourd'hui? C'est ça. Hein, c'est qu'il est rapide, il prend des décisions, et par rapport à des questions, il a des réponses simples, immédiates, et apparemment, disons, qu'il réalise tout de suite. Et comme une forme de miracle. Hein. Et ça, je crois que c'est, en effet, c'est un peu la menace qui pèse sur nos sociétés si on n'arrive plus à exercer le pouvoir. Parce que la réponse par rapport à ce type d'action et d'acteurs-là, notre réponse naturelle est simplement celle de dire « Mais non, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein, il y a des règles, tu n'as pas le droit. » Mais quand on est dans ce type de réponse-là, on est dans une réponse faible parce qu'on est sur la forme, alors que lui, c'est toujours des hommes, est sur la substance, hein, sur le concret d'une certaine façon. Et donc ça ne suffit pas de dire tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que du côté, par exemple, européen, on se dise, voilà, au fond, il élargit, quelqu'un comme Trump, élargit, et Poutine avant lui, élargit la sphère du possible. Hein, et il nous montre que voilà, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait. Alors c'est pas bien, hein, parce que ça nous fait très peur, mais en même temps, peut-être de notre côté, on peut aussi faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait. Et il faut qu'on restaure en Europe une forme d'exercice du pouvoir, effectivement, parce que là, pour l'instant, il est plus au niveau des nations. Il est passé en théorie, en partie, au niveau de l'Union européenne, mais il n'est pas exercé. Une fois, sur ces dossiers-là, moi j'insiste, hein, mais je suis désolé. Von der Leyen, on peut lui dire que l'Allemagne et l'Italie ne veulent pas se disputer avec Trump, très bien. Mais elle a juridiquement des pouvoirs sur le commerce, sur le numérique, sur un certain nombre de fronts qu'elle pourrait exercer. Hein, elle pourrait les exercer. Alors, elle n'a peut-être pas la force politique de le faire, mais elle aurait le droit de le faire. Et donc, si elle ou d'autres, dans des positions similaires, avaient le courage de le faire, ils pourraient entre-temps exercer ce pouvoir-là. Après, bon, peut-être ils chuteraient au Parlement européen, peut-être il y aurait des majorités qui se formeraient contre eux, mais au moins, on aurait une forme de confrontation entre des gens qui veulent faire des trucs et qui ont les pouvoirs d'ailleurs pour le faire, et d'autres qui non, qui ont envie de capituler. Bon, très bien. C'est ça que vous aimeriez que les gens ressentent en sortant de la salle, en disant maintenant on va se battre. Non, là j'ai un peu perdu, j'ai perdu le fil. Il nous faut un Trump. Et vous, Emmanuel? Non, je laisse le dernier mot à Giuliano. C'est pas ce qui. Juste un mot, Jude Law en Poutine, puis on s'arrête. Comment ça? Vous avez été surpris, vous avez été heureux. Je pense on a pu dire que c'était un grand compliment à Poutine de le faire jouer par Jude Law. Et c'est vrai, parce que c'est vrai que Jude Law a plus belle allure que Poutine. Mais en même temps, il s'est tellement enlaidi pour jouer le rôle de Poutine qu'il est presque laid dans le film. Enfin, franchement, il est transformé physiquement. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Et donc, du coup, je pense que ça devient moins un compliment à Poutine parce que même Jude Law devient laid en jouant Poutine, ce qui est quand même un exploit remarquable. Et il fait ça, il a vraiment fait une immersion et une transformation physique assez incroyable pour arriver à jouer ce rôle, je trouve. Alors, je veux bien ajouter une chose là-dessus. Il y a quelque chose à quoi, moi, je crois beaucoup à la tête des gens. Et je trouve que Poutine a une extraordinaire tête de méchant. Mais on fait pas mieux. Et si vous voulez, si vous prenez par exemple ce qu'ont été vous prenez Navalny. Navalny, qui s'est conduit en héros, qui est mort en héros véritablement, avait la plus magnifique tête de héros qu'on puisse. Dans un film, on n'aurait pas le droit. On n'aurait pas le droit de faire une opposition aussi manichéenne, d'avoir un méchant qui est vraiment l'air de l'ennemi juré de James Bond, quoi, Poutine. Et de l'autre, un type qui est vraiment respirant une espèce de noblesse, de droiture, de courage. On n'a pas le droit et quelquefois c'est comme ça la réalité. Donc
Voilà, je n'en tire aucune conclusion, mais c'est... Enfin, c'est un très bon méchant, en tout cas. Ah, c'est un très bon méchant. Et il ne déçoit jamais. On ne peut pas répertorier un trait de caractère sympathique de Poutine. Si tu cherches. Difficile. Il est bon au judo, paraît-il. Paraît-il.